Allez, on recommence. Euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre. Je remets tout. Bah oui, je recommence. Si vous avez rien entendu en fait. Vous me regardiez et puis vous me disiez rien. Je sais que je suis beau, mais quand même, hein, c'est pas une raison. Bon, alors, en fait, vous allez voir que je représente les mêmes livres. Ça sera peut-être pas dans le même sens, mais voilà. Je vais vous raconter. Donc, oui, comment je peux vous dire? Euh, à côté du salon de l'autre livre où j'étais à Paris, ah bah voilà, bah, il n'y avait pas d'écho comme ça, c'était bien. Merci beaucoup, Jabberwocky. Heureusement que tu étais là, parce que sinon je parlais pendant 1 heure, et puis personne m'entendait, et personne n'y disait rien. C'est incroyable. Donc, c'est drôle, des choses comme ça quand même. Euh, je disais donc qu'à côté du salon de l'autre livre, il y avait un marché, et au marché, je trouve ce bouquin-là, et je fais collection de la collection Maspero, des éditions Maspero. Et je vois les grandes affaires du Parti communiste français. Moi, j'ai toujours été assez surpris par toutes ces personnes exclues du Parti communiste. Et il se trouve que mon amie Jacqueline, euh, qui vit à Paris, euh, m'a euh, m'a offert des ouvrages de Yanis Ritsos. Et donc, je vais ponctuer ce Twitch qui va durer un petit peu plus longtemps, puisqu'il va durer quasiment 20 minutes de plus, puisque les 20 minutes d'avant, j'ai pas parlé. Enfin, si, j'ai parlé, mais vous m'avez pas entendu. Donc, euh, je vais reprendre Grécité. Alors, vous avez les sources au-dessus, euh, puisqu'on les a déjà lues. Et puis, Laura les a déjà marqués. Et puis, en fait, bah, pour changer, je vais pas lire les mêmes. Comme ça, il y aura, pour ceux qui arrivent à lire sur les lèvres, sur la première partie, vous aurez un autre poème. Et puis voilà. Quand il sourit, une petite hirondelle s'échappe du buisson de leur barbe. Quand ils dorment, 12 étoiles tombent de leurs poches vides. Et quand on les tue, la vie grimpe la pente avec tambours et drapeaux. Depuis tant d'années, tous ont soif, tous ont faim, tous sont tués, assiégés par terre et par mer. La chaleur a dévoré leurs champs, le sel imprégné leurs maisons, le vent a jeté bas leurs portes et les pauvres lilas de la place. La mort entre et sort par les trous de leur uniforme, leur langue a la rugosité d'une pomme de cyprès. Leurs chiens sont morts avec leur ombre pour linceul, la pluie fouette leurs ossements. Pétrifiés dans leur guet, ils fument la bouse et la nuit, scrutant le large déchaîné où s'est englouti le mât brisé de la lune. Donc c'est chez Fata Morgana, Grécité de Yanis Ritsos. Alors, euh, bah, je fais dans un autre sens, c'est pas très grave. Donc on était à Paris, et puis euh, Jacques Damade, en fait, je l'ai vu il y a pas très longtemps, donc Jacques Damade, qui est aux éditions de la bibliothèque, et d'où est issu ce livre. On s'est vu parce que en fait, je fais de la diffusion et on avait une réunion commerciale comme ça en ligne. Puis qu'est-ce que je vois apparaître comme ça? Jacques Damat qui présentait en fait un ouvrage qui va apparaître en novembre prochain aux éditions Grand Champ et qui s'appelle Supplément à l'Arche de Noé. Et Supplément à l'Arche de Noé, en fait, c'est un- une embarcation à bord de laquelle sont invités euh, à se mêler des animaux réels et puis des bêtes chimériques. Voilà. Donc ça sera en novembre, je vous en reparlerai. Mais euh, en attendant, du côté du Jardin des Plantes, c'est un ouvrage en fait qui raconte
l'histoire du Jardin des Plantes et entre autres l'histoire de Zarafa, la première girafe euh, escortée, donc qui est arrivée en... Donc le Jardin des Plantes a ouvert en 1794 et la première girafe est arrivée en 1827. Et je vais vous retrouver le passage où c'est marrant. Euh, parce que la girafe, elle est un peu plus loin. Non, elle devrait dépasser. Hein. Hop, hop, où est-ce que j'ai vu la girafe? Voilà. En fait, l'intitulé du chapitre s'intitule la girafe de 1826 et le cachalot de 1986. Mais là, je vais parler juste de la girafe, où deux animaux de taille en ambassade parmi les hommes rappelèrent à des époques distinctes l'existence de nos voisins et le succès qu'ils connurent. Dans la réponse au roi Charles X, qui avait averti le muséum du cadeau de Mehmet Ali, le pacha d'Égypte, Cuvier et Geoffroy écrivent: l'animal que le pacha envoie est une des acquisitions les plus heureuses. Jamais une girafe vivante n'est arrivée en France. Destinée à la ménagerie du muséum, Geoffroy se propose d'aller la chercher à Marseille, où elle est arrivée en novembre 1826. Le préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe de Villeneuve-Bargemont, vient la voir chaque nuit. Elle met Marseille en ébullition. Tâche a priori peu ardue dans ce port qui s'enflamme en un clin d'œil. Mais la girafe va persévérer et pousser l'incendie en sa traversée de la France du Sud à Lyon, puis de Lyon à Paris, par une quarantaine de petites journées, créant autour d'elle une ferveur populaire indescriptible. Il y a peut-être des gens de Marseille ou des gens de Lyon sur Twitch. Il faut l'imaginer avec sa petite tête haut perchée, couverte de son manteau imperméable en toile gommée, avec d'un côté les armes de Charles X et de l'autre celles du pacha, marchant à l'amble, précédée par quelques gendarmes, 3 vaches pour l'allaiter et par un digne professeur du jardin des plantes, suivi de 3 Égyptiens et d'un ex-mamelouk soldat de la campagne d'Égypte, servant de truchement, entouré et fêté à chaque entrée des villes par une foule enthousiaste devant cet uluberlu qui respire parmi les cheminées des maisons. Et l'attente, le suspense, son arrivée annoncée, retardée. Vous l'avez vu? Non, oui, demain. Les élucubrations des savants sur son cœur, de 11 kilos capable de propulser son sang comme un geyser à une altitude de 2 mètres, ou sa langue de 55 centimètres s'entortillant comme un serpent autour d'une feuille de robinier. Et la presse, là-dessus, jetant ses monceaux de charbon ancré pour alimenter la fournaise, la girafe éclipsant à peu près tout sur son passage, et mieux, ayant cette vertu de rendre le peuple enfant. C'est beau, hein, c'est bien écrit, hein, c'est très sympa. Puis il y a des belles illustrations. On a la girafe, hein. On a la girafe. Je ne sais pas si elle cache à l'eau, mais il y a la girafe. Voilà. Alors je disais tout à l'heure que, évidemment, le salon s'est terminé dimanche soir. On a roulé toute la nuit. Et puis, je suis rentré hier soir, donc j'ai pas tout lu. J'ai pas, dans les livres que je vais vous présenter ce soir, j'ai pas fini en fait. Hein. J'ai picoré. Il y en a certains que j'ai lu plus que d'autres, mais voilà. Entre deux, je travaille quand même. Hein, faudrait pas croire. Voilà. Donc, désolé pour ce problème de son. Euh, Laura va vous mettre le lien de mon site, sur mon site, il y a une page, il y a 2 pages de Twitch. Donc c'est sur la deuxième qu'il faudra aller. Et demain matin, vous aurez la vidéo avec l'ensemble des livres. Du côté Jardin des Plantes, dans le, comment on appelle ça? J'ai un trou. Dans le rabat de fin, il y a une petite citation. Me sera-t-il permis de répéter que la bibliothèque de mon père a été le fait capital de ma vie? La vérité est que je n'en suis jamais sorti. Jorge Luis Borges. Et mon amie Jacqueline m'a fait cadeau de ces 13 poèmes de Jorge Luis Borges, traduits par Roger Caillois.
aux éditions Fata Morgana. C'est marrant parce qu'en fait, je vais pas reprendre les mêmes textes que ceux que j'ai lus tout à l'heure. Euh, le remords. J'ai commis le pire des péchés qu'un homme puisse commettre. Je n'ai pas été heureux. Que les glaciers de l'oubli impitoyable m'entraînent et m'abolissent. Mes pères m'ont engendré pour le jeu humain des nuits et des jours, pour la terre, l'eau, l'air, le feu. Je les ai déçus, je ne fus pas heureux. Leur jeune volonté ne fut pas accomplie. Mon esprit s'appliqua aux entêtements symétriques de l'art qui entrelace des riens. Ils m'ont légué le courage. Je ne fus pas vaillant. Elle ne m'abandonne pas. Toujours est à mon côté l'ombre d'avoir été un minable. Voilà, donc 13 poèmes de Borges chez Fata Morgana. Voilà. Alors, dernier poème de Ursula K. Le Guin. Voilà, vous avez Laura a mis le site de Culture Plurielle, où vous allez pouvoir trouver la vidéo demain. Dernier poème, donc Ursula K. Le Guin, elle a écrit énormément de choses, beaucoup de, je ne sais pas si certaines ou certains la connaissent, elle écrit beaucoup de science-fiction, beaucoup de... Bonsoir. Ah, bonsoir Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel, on a fait le salon ensemble. C'était génial. C'est un comédien incroyable. Et puis, il faut que vous le rencontriez, Emmanuel. Il est sur Paris. Et si vous êtes sur Paris, allez boire un coup avec lui. C'est vraiment quelqu'un de généreux, de gentil. Euh, je sais pas quoi dire. Voilà, on a bien rigolé. Euh, et puis voilà, il était sur le stand des éditions d'en bas avec moi. Et voilà, on a fait plein de choses. C'était chouette. Sur ma page Facebook, on s'est mis en bannière tous les deux. Voilà. Je dis, ouais, écoute, c'était sympa. Donc voilà. Euh, et donc à côté de notre stand, il y avait le stand des Forges de Vulcain. Et Ursula K. Le Guin a donc euh, écrit pas mal de SF, de livres pour jeunesse, euh, mais aussi de la poésie. Et en fait, ce livre-là est partagé en deux parties. La première partie, alors c'est en bilingue, en fin de journée, et la seconde partie, jusqu'ici tout va bien. Voilà. Alors jusqu'ici tout va bien parce qu'il y a du son maintenant. Pour ceux qui ont regardé la première demi-heure, il n'y avait pas de son du tout. J'ai parlé pendant une demi-heure dans le vide. Et personne ne me disait rien, tout le monde était comme ça, en train de me regarder. J'imagine si Emmanuel était là, ça durait une heure. Parce qu'on est tellement beau que... Bref. Euh, allez. Danse. Ça s'appelle Le petit pilon indien de la maison à Applegate. Dense, lourd, le grain fin, basalte sombre, poli de toutes parts comme par une rivière, un cylindre au bord contondant, un outil. Tu le devines lorsque tu sens l'arrondi subtil, le creux qui épouse la main, par les mains formées qui l'ont tenu ici, juste à cet endroit, pour qu'il tombe de lui-même dans le bol, écrase les graines, s'élève et retombe, au rythme du chant sourd et doux qui a fini par s'incruster dans la pierre, si bien qu'il m'a dit, quand je l'ai saisi, comment le tenir et le manier, comment poser mes doigts où d'autres doigts l'ont usé doucement, lui ont donné cette forme qui épouse et emplit ma main, ce poids qui veut tomber, et en tombant, chanter. Et un second de cette première partie.
quête du savoir que je sais seulement avoir perdu, je prends l'intangible dans ma main pour payer le prix qui surpasse tout coût. C'est une pierre grise posée au creux de ma main. Sa substance est régulière, on s'y enfonce comme dans une brume. En elle se meut un feu, compact et calme, comme en une opale nébuleuse ou sur la gorge rose et turquoise d'un colibri. Ces douces flammes colorées parlent avec leurs mouvements, sans mots ni son, et me disent ce que j'ai su et perdu, que je suis libre, que je suis enfin de retour. À mon réveil, je constate que j'ai payé le prix. À mon réveil, ma main est vide. La liberté, ça me fait penser, dimanche, euh, Emmanuel justement a fait une lecture sur le thème de la liberté euh, et il a lu un extrait de Droit de révolte de Jacques Fazel. Et c'était génial parce que quand vous avez un comédien qui fait une lecture, ça prend tout d'un coup une ampleur incroyable. Euh, et je crois que la vidéo doit être sur Facebook aussi. Et ah bah ouais, super de mettre la biographie d'Emmanuel. Ouais, et c'était surprenant parce que en fait, juste avant lui, en fait, le pourquoi de ces lectures sur le thème de la liberté, ça avait été décidé par l'autre livre, de soutenir cet éditeur responsable des droits qui, en fait, est allé, je ne me rappelle plus la maison d'édition, qui est allé en Angleterre, c'est la maison d'édition qui édite Damasio, entre autres, qui est allé en Angleterre, et puis, arrivé en Angleterre, on l'arrête, et on le retient en prison, pour la simple raison, mais alors, écoutez bien quand même, c'est quand même incroyable, qu'il a manifesté en France. Euh, c'est c'est quand même, ça fait un peu peur sur nos frontières. Et on va lui demander quand même s'il y a d'autres auteurs de la maison d'édition qui ont manifesté. Enfin voilà. Donc on a fait une pétition et puis il y a eu des lectures sur le thème de la liberté. Et la personne qui lisait juste avant Emmanuel était aphone. Et c'était très impressionnant. Vous savez, sur Twitch, il y a une partie où on peut lire comme ça, en faisant comme ça. On peut lire en faisant fin de nuages de brume sur la rivière en aval. Et le bleu se fait gris. Le soleil prend des teintes argentées. Le miel de l'été s'écoule peu à peu. Les peupliers cassants frissonnent. Sauf que là, c'était dans une salle où il y avait du bruit, enfin autour. Donc, Emmanuel, effectivement, en balançant les textes de Fazel, ça allait très bien. Cette dame, c'était un peu plus compliqué. On a entendu que c'était Garcia Lorca, en espagnol et en français. Allez, maintenant, deux passages jusqu'ici, tout va bien. Lecture, lecture d'automne pour Andrea. La poétesse lut dans la salle des chercheurs, dans le jardin chinois, ces mots à demi entendus dans le tumulte de la pluie, sur les étangs et les allées protocolaires, tels des versets gravés dans la vieille pierre, à demi recouverts de mousse et de lichen, pardon. Sous l'averse, les chrysanthèmes pourpres hochaient silencieusement la tête. Excusez-moi. Lichen. C'est pas lire. Rêve. Trace. Les rêves sont étranges. Leur manière et leurs traces, l'esprit les suit dans ces vagabondages nocturnes. Les jeunes Syriennes, aux yeux sombres et timides, nous leur avons donné les œufs. J'ai finalement retrouvé le nid de fourrure que s'était fait le chat dans la butte de terre aux abords du cours de tennis. J'étais si content de le voir sain et sauf, malgré les étrangers qui avaient récupéré la maison et les coyotes qui rôdaient partout. Les œufs étaient entièrement peints, avec des pois et des volutes rouges. Les liens entre les choses se dissipent à mon réveil. Mais tout de même,
Les empreintes de pattes qui tracent une piste cachée jusqu'au nid me réconfortent. Voilà. Donc, c'est les derniers poèmes de Ursula K. Le Guin aux éditions des Forges de Vulcain. Qu'est-ce que je voulais dire tout de suite? Je pensais à un truc sur le salon. Ça va me revenir. Euh, ça va me revenir. Donc, un autre Yanis Ritsos. La maison morte et autres poèmes. Sa lampe. La lampe est paisible, accommodante. Il la préfère à tout autre éclairage. Il règle sa lumière selon les besoins du moment, selon le désir séculaire, inavouable. Et toujours cette odeur de pétrole, présence subtile, très discrète, la nuit, quand il rentre solidaire, avec tant de fatigue dans les membres, tant d'inanité dans la texture de sa veste, aux coutures des poches, que chaque mouvement en paraît superflu, insupportable. À nouveau pour le distraire, voici la lampe, la mèche, l'allumette, la flamme vacillante avec ses ombres sur le lit, sur le bureau, sur les murs, mais surtout le verre, sa transparence fragile, qui en un geste simple et humain, de nouveau t'engage à te préserver ou à préserver. C'est beau Yanis Ritsos. Hein. Donc ça c'est aux éditions de la découverte. Ah oui, je voulais dire que j'ai été très touché par deux personnes qui sont venues me voir, qui regardent régulièrement les Twitch et qui m'ont dit mais il faut continuer, c'est super ce que vous faites, ça nous fait du bien, etc. C'est nécessaire. Ouais, bah voilà, donc j'étais vraiment ouais, touché. Alors, au Vampire Actif, qui est un éditeur, je vous avais lu déjà des extraits du journal d'un signé, et là, je sais pas quand est-ce qu'il a paru. Euh, tac, tac, en 2017, Gabriel Witkop euh, a fait cet ouvrage Litanie pour une amende funèbre, qui est splendide parce que en plus il y a les collages de Gabriel Witkop à l'intérieur et il y a une préface d'Éric Dussert. Moi j'adore Éric Dussert, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je vais vous lire un extrait de cette préface. En l'an 1972, elle avait mis, avec son nécrophile, un grand coup de talon dans la fourmilière de la pruderie, profitant de l'élargissement des mœurs de ces années et paradoxalement du maintien d'un monde judiciaire aussi vigilant que les littérateurs qu'insouciant avec les criminels d'État. Quoi qu'elle aurait pu tenter, Gabriel Witkop serait resté inéluctablement lié à son nécrophile. On l'imagine aisément s'écrier « Tant mieux !» Les morts ont ceci de confortable qu'ils n'émettent plus d'opinion et se gardent donc des balourdises si communes aux vivants. Quant à elle, elle n'aura pas quitté sa voie, n'ayant eu de cesse de braver les interdits, certaine d'atteindre au raisonnable et à la véritable limite de l'amour. Gabrielle Witkop, moi je l'avais découverte quand elle a été publiée chez Vertical, et j'avais lu un ou deux de ses bouquins, c'est magnifique. Offrande d'une poupée végétale. Tu m'as offert la poupée pour y ficher des épingles, pour y planter du cristal et pour la gaufrer au fer. Tu m'as offert la poupée pour la tatouer de pourpre, pour onduler ses cheveux et pour déflorer ses roses. Tu m'as offert la poupée, la grosse poupée qui pleure, poupée florale éplorée, aux violettes déchirées, aux voilettes, aux violettes, aux voilettes déchirées, aux violettes violées. Tu m'as offert la poupée et le palmier du Brésil qui refleurit au miroir. Je recommence la fin quand même parce que poupée florale éplorée, aux voilettes déchirées, aux violettes violées, tu m'as offert la poupée et le palmier du Brésil qui refleurit au miroir. Voilà, c'est très beau, je trouve. C'est magnifique. Puis j'aime beaucoup la reliure comme ça.
Euh, alors, sur le marché, donc on était bien entouré, hein. J'avoue qu'il y avait, à notre droite, il y avait les éditions Forge de Vulcain, à notre gauche, les éditions à plus d'un titre, et à côté des éditions à plus d'un titre, les éditions des femmes Antoinette Fouque. C'est pas mal, c'était notre petit rectangle, et on était vraiment très bien. Et avec Alain Léger des éditions à plus d'un titre, on allait le matin donc au marché aux livres évidemment. On n'a pas été acheter autre chose. Et il me dit, il voit ce bouquin, puis il me dit, il faut absolument que tu lises ça. Tu connais? Alors moi, je ne connais pas du tout. Carlo Emilio Gada, L'affreux pastis de la rue des Merles. J'ai commencé à lire, je suis mort de rire, hein. C'est vraiment... en fait, il y a euh, c'est une enquête policière, et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, Gada a écrit avec... euh, voilà, dans ce pastis, il y a tout. Et d'abord, toutes les langues. Chaque personnage parle dans le dialecte de sa région, avec l'argot de son métier, avec les inflexions propres à son caractère. Chaque objet, même, est dit dans la langue, lâche ou pompeuse, qui convient à son style. Bref, c'est Babel. Et c'est traduit de l'italien par Louis Bonalumi, qui a dû vraiment s'amuser. Je vous en lis un extrait. Donc, ah oui, euh, euh, je crois qu'il y a un petit récit. Euh, Où est-ce que c'est? Ah voilà. Rome 1927, dans la riche et populaire rue Merulana, 219 escalier A, troisième étage, la comtesse Zelameo, un certain lundi 14 mars, se voit dérober ses bijoux par un beau plombier qui, pour comble, omet de lui faire subir les derniers outrages. Tandis que l'inspecteur Ingravallo enquête, on découvre toujours au troisième étage, porte en face, le jeudi 17, une femme égorgée, avec toute une généalogie de nièces saisonnières dans laquelle s'égarer autour. Voilà, donc on va découvrir les péripéties de l'enquête, et moi je vous lis juste le moment où l'inspecteur va arriver et va voir Madame Zelameo qui s'est fait voler ses bijoux. Sur ses entrefaites, le cheveu rajusté, tout sautant à peine, Madame Zelameo apparut. Elle portait autour du cou, façon gésier sur le devant, un grand foulard lilas, et dans tout son être traumatisé, comme une langueur. L'ensemble emballé dans un négligé assez imprévu, mi-japonais, mi-madrilène, entre mantille et kimono. Ce soupçon de moustache bleutée sur un visage plutôt flétri, cette peau blafarde de gecko enfariné, ces lèvres en cœur torchées d'un rouge fraise des plus séduisants, tout cela ne laissait pas de lui conférer l'aspect prestigieux et momentané d'une maîtresse ou expansionnaire de maison de passe en déconfiture, n'eût été ce je ne sais quoi d'intact et de rassis, cette sollicitude dévotion propre aux virginités prolongées, qui incitait ispo facto à la classer au rayon romantique des âmes disponibles et comme il faut. Elle était veuve. La mantille robe de chambre se superposait au foulard, ou plutôt au AUX, car ils étaient deux, poudrés eux aussi et d'un coloris vaguement nuancé, le premier s'estompant dans le second, et celui-ci dans les menus pétales, peut-être étaient-ce des papillons, du kimono pseudo-castillan. Elle s'empressa de mêler son récit à celui de la concierge, corrigeant, redressant, précisant. Il y avait dans sa voix, sa pauvre voix implorante, un trémolo, et dans ses yeux, comme un fol espoir. Peut-être pas l'espoir de récupérer ses bijoux, non, mais la certitude de bénéficier enfin de la protection de la loi, si valablement incarnée à ses yeux par le commissaire Ingravallo, ici présent. Bref, au coup de sonnette, Madame Zelameo avait répondu par l'habituel Qui est là? Et elle répéta du reste, sans y être invitée, la sommation à la fois inquiète et plaintive qu'elle lançait toujours en la circonstance. Puis elle avait ouvert.
L'assassin, c'était un grand jeune homme à casquette, en salopette grise. Du moins, ça lui semblait. Le teint basané, une écharpe de laine vert et marron autour du cou. Un beau garçon. Oui, un brave jeune homme. Mais d'un genre qui d'emblée vous faisait un peu peur. Comment elle était, cette casquette s'informa Don Chico, sans arrêter d'écrire. Elle était, à vrai dire, monsieur le commissaire, je ne sais plus très bien comment elle était. Je ne saurais pas vous dire. Et vous? Jeta-t-il à la concierge. Quand elle s'est enfuie, qu'elle a filé sous votre nez, vous ne l'avez pas vue, vous. Vous pouvez pas me dire comment elle se présentait, cette casquette. Mon cher monsieur le commissaire, qui s'occupe encore de casquette à des moments pareils? C'est pas votre avis? Quand ça tire, tous ces coups de revolver, dites, vous croyez qu'une dame, elle peut penser aux casquettes? Et il était seul? Seul, seul! Clamèrent en chœur les deux femmes. Et là, c'est la Mao d'enchaîner. Monsieur le commissaire, faut nous aider. Il y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Jésus-Marie, une pauvre veuve sans défense. Ah, c'est plus un monde, monsieur le commissaire. C'est l'apocalypse. Voilà. Je mort de rire en lisant ça. Franchement, c'était vraiment. Voilà, le soir, en rentrant du salon, ben, on se fait des choses comme ça. Et puis après, un petit passage de Paul Éluard au rendez-vous allemand que Jacqueline m'a donné également lors de ce salon. Ah oui, ça c'était, j'ai oublié. Oui, c'était en Point-Seuil, voilà. Et ça, c'est chez aux éditions Minuit. Pensez. Pensez aux lieux sans pudeur, où des hommes sont reclus, où les absents sont présents, où les yeux sont sans reflet. Tout prend vite la couleur. Des muguets plats du plafond, des blés bleus des surveillants, muguets blés bleus en surface, en tristesse indélébile. Un peu de pain, de l'eau sale. Pourquoi vivons-nous? Pourquoi annulons-nous notre passé? Blasphémons-nous notre avenir? Consolons-nous bêtement, chantant ceux qui sont à l'air, ont trop l'air de pauvres airs. La liberté, pourquoi faire? Pour nos maîtres, pas pour nous. Pour nous tenir dans les fers, pour nous tenir dans le vide, pour nous vaincre et nous apprendre à consentir sans la grande raison qui fait l'homme grand, sans la raison fraternelle. Voilà, Paul Éluard aux éditions de Minuit. C'est un ouvrage qui est de 1944. Vous pouvez parler, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à dire, euh, poser des questions, nous dire ce que vous avez lu dernièrement. Voilà. Euh, Au marché, j'ai trouvé ça aussi. Alors, je sais pas si vous avez déjà lu Baudrillard. Moi, moi, je suis extrêmement fan de Baudrillard. J'adore. Pour moi, c'est un des plus grands philosophes du XXe siècle. Et quel dommage qu'il soit décédé, quoi. C'est une catastrophe. Enfin, pour moi. Et je me réjouis de le lire. Mais j'ai piqué un passage que je trouvais hyper bien écrit. Et puis, vraiment hyper très intéressant. Nous avons tout transgressé, y compris les limites de la scène et celles de la vérité. Nous sommes véritablement au-delà. L'imagination est au pouvoir, la lumière, l'intelligence est au pouvoir. Nous vivons ou nous vivrons bientôt la perfection du social. Tout est là. Le ciel est descendu sur terre, le ciel de l'utopie, et ce qui se profilait comme une perspective radieuse se vit désormais comme une catastrophe au ralenti. Nous pressentons le goût fatal des paradis matériels, et la transparence, qui fut le mot d'ordre idéal de l'ère de l'aliénation, s'accomplit aujourd'hui sous la forme d'un espace homogène et terroriste, hyperinformation, hypervisibilité. Non plus la magie noire de l'interdit, de l'aliénation et de la transgression, mais la magie blanche de l'extase, de la fascination et de la transparence. C'est la fin du pathétique de la loi. Il n'y aura pas de jugement dernier. Nous sommes passés au-delà sans nous en rendre compte. Tant pis. Nous sommes au paradis.
L'illusion n'est plus possible. Elle qui depuis toujours a mis un frein au réel a cédé, et nous assistons au déferlement du réel dans un monde sans illusion. Même l'illusion historique qui entretenait l'espoir de la convergence à l'infini du réel et du rationnel, et par là même une tension métaphysique, s'est dissipée. Le réel est devenu le rationnel. Cette conjonction s'est réalisée sous le signe de l'hyperréel, forme extatique du réel. Toute tension métaphysique s'est dissipée, laissant la place à une ambiance pataphysique, c'est-à-dire à la perfection tautologique et grotesque des processus de vérité. Ubu, l'intestin grêle et la splendeur du vide. Ubu, forme pleine et obèse d'une immanence grotesque, d'une vérité éclatante, figure géniale, replète de ce qui a tout absorbé, tout transgressé, et rayonne dans le vide comme une solution imaginaire. Alors moi, ce que j'aime lire à voix haute. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui me pose la question, qui me dit, mais vous lisez quoi à voix haute? Et je dis, je lis de tout. Je lis pas uniquement de la poésie. Et quand vous avez un essai comme ça, vous vous dites, mais c'est incroyable. J'aurais pas pensé qu'on puisse lire un essai à voix haute et que ça soit agréable. Avec mon amoureuse, on lit des fois ça nous arrive, on a lu un bouquin sur la photographie il y a quelques temps, comme ça. Et c'est génial, à voix haute. Et puis Baudrillard, il écrit tellement bien. Enfin voilà, Baudrillard, les stratégies fatales aux éditions du Livre de Poche. Euh, alors, oui, je vous ai dit qu'il y avait les éditions des femmes qui étaient juste à côté. Et la semaine juste avant le salon, l'autre livre, j'avais reçu un livre des éditions des femmes. Silvina Ocampo, les répétitions et autres nouvelles inédites. Alors, Silvina Ocampo, je vous en ai déjà parlé parce que je vous avais lu des extraits de Invention du souvenir qui était paru aussi aux éditions des femmes, Antoinette Fouque, et puis sa sœur, Victoria Ocampo, où c'était en témoignage. Donc ces deux-là, je vous en ai déjà parlé, mais et celui-ci, c'est splendide ce qu'elle écrit. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis un peu fan, et je vais vous lire deux extraits. La ville de sable. La ville de sable, obscurcie par l'eau, brillait dans l'après-midi. Des tours avec de hauts minarets, des ponts, des arcades parfaites projetaient des ombres bleues sur les chemins et le fleuve écumant qui entourait le fort. Aucune branche de tamaris, arrachée aux arbustes voisins pour imiter la fraîcheur des arbres, n'ornait les jardins imaginaires qui s'étendaient arides au pied de certaines demeures. Abruptes, les falaises tombaient à pic dans l'eau où l'écume blanche imitait la neige. La lumière découpait la forme morbide des fenêtres et des portes avec leurs rectangles sombres. Les proportions si exactes de cette ville de sable attiraient l'attention des baigneurs qui longeaient le bord de mer et s'arrêtaient pour la contempler. Certains s'agenouillaient, d'autres s'allongeaient, inclinaient la tête en fermant un œil, et depuis cet angle horizontal, ils pouvaient admirer la perspective des rues en la ramenant à une échelle proportionnelle à la taille de l'homme ou de l'œil qui la regardait. On dirait une ville ancienne, dit un homme qui vendait du café. Elle mériterait un prix, dit un invalide en fauteuil roulant. Regarde, regarde, dit une femme à une autre. Si on était de la taille d'une fourmi, on mourrait de peur dans cette ville. Elle a l'air vraie. De quel siècle peut-elle être? Je n'arrive pas à la situer. Je ne connais pas grand-chose en matière de siècle, mais si Marcos était là... Les enfants sont géniaux. Comment ont-ils pu construire un monde correspondant à une autre civilisation dont les édifices sont peut-être identiques à ceux qui ont existé ou existeront sur la Lune, répliqua une autre femme avec une visière en plastique. Qui te dit que c'était des enfants? Ce pourraient être des adultes qui se sont amusés à bâtir tout cela. Ah, je ne crois pas, insista l'autre. Seul un enfant est capable d'un tel talent. Aucune pelle, aucun seau, aucun moule n'indiquait la présence d'enfants. Ils s'en allèrent. À quelques
maître de cette ville si bien proportionnée, qui donnait l'illusion d'être gigantesque pour qui la considérait en faisant abstraction de tout ce qui l'entourait, hormis le sable et l'eau, Helena et Margarita se reposaient sous un parasol. C'était le mois de janvier, et dans les arbres près de la côte, on entendait chanter les grillons. Dans un panier se trouvaient les provisions pour le pique-nique. Helena avait confectionné une tarte au citron. Margarita, des empanadas garnies de viande et d'olives. Après leur bain de mer, qui fut bref, car Helena et Margarita, toutes deux primipares et enceintes de 8 mois, et enceintes de 8 mois, ne voulaient pas exhiber leur ventre proéminent. Tout en se couvrant avec leurs serviettes, elles lavèrent les assiettes, les couverts et les verres dans la mer et s'allongèrent sur 2 nattes qu'elles étendirent sur le sable humide. Tu es sûr de l'avoir entendu parler, dit Margarita. J'en suis sûr. Et le mien a aussitôt répondu, s'exclama Helena. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je n'ai entendu qu'un murmure. Ils ont dit, chacun leur tour, ça doit être la plus belle ville de sable. Ah, c'est donc pour ça que nous avons fait cette ville incroyable. Je crois qu'ils nous ont indiqué tout ce que nous devions faire. Il faisait si chaud, gémit Helena. Ça m'a donné de la fièvre, dit Margarita. Les gens ont cru que c'était des enfants qui avaient construit cette ville. Et ils avaient raison, s'exclama Margarita. Elle s'endormait. C'est splendide, j'adore. Je vis dans la solitude de tant d'amour, et je pardonne à tous ceux qui m'ont accusé. J'ai mis la lumière dans une fleur en pensant toujours à Dieu. Ils m'ont pardonné. Ce que j'ai adoré est ce qu'il y a de mieux, et l'on m'a pris tout le reste. Je veux aller où de rancœur il n'y aurait plus, là où les anges tristes m'ont aimé. Dieu se rappellera-t-il mon innocence? Mais je crierai quand elle sera morte. Ma voix chuchotera à travers chaque porte. Azurée est la voix de la clémence. Elle illumine l'âpre espérance et s'enfoncera enfin comme une lance. Ce poème intitulé Je vis en solitude a attiré mon attention. Qui peut en être l'auteur? Je me le suis demandé à plusieurs reprises. C'est un sonnet profond, inspiré par Théodora. Je ne crois pas qu'il en existe d'autres sur ce thème. C'est un motif si beau et si contradictoire. Le miracle. Elle n'a jamais pensé à la vieillesse. À quoi ressemble-t-elle? À une courbe? À un manteau qui se plisse? Elle n'a jamais pensé à la mort. Qu'est-ce que ça fait de mourir? Ça doit être un peu inconfortable. Tout le monde nous regarde, mais nous ne regardons personne, ou vice-versa. Elle n'a jamais pensé que la vie s'achève et que se perd alors l'amour de ceux qui l'aiment. Y a-t-il quelque chose de plus désagréable que de se voir dans un miroir et de réaliser qu'il n'y a plus qu'un reflet qui indique une ressemblance avec ce que nous avons été, une ressemblance si improbable qu'on ne saurait l'appeler ressemblance? Mais nos malheurs surviennent au moment où nous en avons besoin. Par exemple, les yeux ne voient plus comme avant. Ainsi, si elle se regarde dans un miroir, elle n'arrive pas à voir le plus horrible. Le plus horrible qui n'est pas le plus horrible. Le plus horrible, c'est ce qu'elle entend. La voix est la même, étouffée, plaintive, faible, mais jamais sûre d'elle. Quelque chose s'est oxydé sur les cordes vocales. Rien n'y fait, pas même les vacances. Silvina Ocampo, Les répétitions et autres nouvelles inédites, traduites de l'espagnol, argentine, par Anne Picard, aux éditions des femmes, Antoinette Fouque. Euh, Magnifique, voilà. Alors, euh, Ritsos, Yanis Ritsos, donc mon amie Jacqueline. Euh, les vieilles femmes et la mer. Et ah, j'ai adoré, en fait, c'est l'incipit, c'est le tout début. Et j'ai trouvé ça remarquable. J'ai beaucoup aimé la citation qui est au départ. Et puis ce texte qui va après. Écoutez comme c'est beau. Et ça, c'était écrit en 78. À la sainte mémoire de ma grand-mère et le Ritsos. Vieux port dans une île. Non loin, quelques voiliers et des barques de pêche au radoub. Début de l'automne. Hier,
Il a plu. Ce soir, il fait beau de nouveau. Torche rouge derrière les nuages, un coucher de soleil grec. Un voilier sombre passe en silence dans la rivière rose que le soleil couchant trace sur la mer. Une petite fille portant un seau d'eau s'est arrêtée sur le seuil avant d'entrer dans la maison. L'eau du seau est rose et dorée, comme si elle avait pêché le soleil dans la mer. Les fenêtres du rivage scintillent. En haut, sur la route, passent des charrettes chargées des légumes d'automne et des derniers cajots de raisin. Les lampes à acétylène viennent de s'allumer dans les tavernes de marins. L'intérieur des tavernes semble étrangement calme. Volume de silence pistache, profondément creusé dans le temps. 7 vieilles mères et grand-mères de marins sont assises sur le seuil, devant leur porte, et parlent entre elles. Entre les mots qu'elles échangent, on entend la respiration profonde de la mer et plus loin, les éoliennes rouillées qui tournent lentement dans les jardins, parmi les petits citronniers noueux et les eucalyptus géants. Le crépuscule s'attarde, comme si jamais la nuit n'allait venir. On entend les vieilles, toutes ensemble, doucement, simplement, d'une voix lasse et lointaine. Dès que tombe le crépuscule, nous sortons nous asseoir ici, sur la pierre du seuil, sur les rochers, pour que nous batte le vent du large et qu'il nous vide de notre vide. Nous reposer, ne plus rien faire. Oublier, nous, les oubliés, faits d'oubli. Comme si tout s'en était allé et que nous soyons restés seuls, sur une aire haute et large, où le vent souffle de tous côtés. La première. Vent qui vanne le vent sur l'air ouverte, sans grain ni paille, sans fourche ni chevaux. La deuxième. Vent, profond vent qui ne souffle ni ne résonne, ni ne lève de poussière. La troisième. Nul mur, dedans ni dehors, où le vent cogne son genou, son front, où il trébuche et se meurtrisse et crie. La quatrième. Qu'il gémisse et que nous l'entendions, et que nous souffrions. La cinquième. Comment le vent souffrirait-il? Il n'est point cher, il n'a pas d'eau et pas de nerfs. La sixième. Sur le silence. Silence. La septième. Silence. Fumée du bateau qui s'accroupit sur le soleil couchant. Fumée qui change et qui demeure, qui tantôt brille et tantôt se ternit. Voilà. Et en fait, là, il y a un seul poème. C'est un seul poème, tout ce texte, qui est magnifique. Alors, un petit riz de sauce entre deux, donc toujours de chez mon amie Jacqueline, la sonate au clair de lune et autres poèmes. Je suis très fan de riz de sauce. Depuis que Jacqueline m'a fait connaître, il y en a pas mal ici déjà. Ceux qui suivent, ils entendent régulièrement du Yanis Ritsos. Les maçons. Vous connaissez ces maçons qui le sont d'instinct, ces autres qui le sont par métier, ceux qui le sont pour se venger de la mort, ou ces autres encore qui le sont par conscience et résolution. Et tous, quels qu'ils soient, s'arrêtent de temps à autre. Ils essuient à leurs pantalons leurs mains pleines de chaux, ils essuient leurs sueurs, et ils pleurent. Leurs yeux, ils ne les essuient pas. Pourtant, grâce à cela, le mortier lit mieux, et voilà qui mène plus loin que leur projet. C'est pourquoi, le soir, tous les maçons rêvent à ce plus loin, inconnu et vague, et chaque matin, ils bâtissent mieux l'ici. Besoin de preuves. Il accrocha son manteau à la penderie du couloir. La maison agréable, bien en ordre, réchauffée, comme si elle était reportée dans une autre époque. Les objets silencieux,
Chaises, fauteuils, cadres, tasse à café, considéraient de biais l'aisance de ses mouvements, au point qu'il en prit lui-même conscience. Alors, il essaya de dessiner sur son livre de dépenses, au bas des notes acquittées, la salière en verre, cherchant à rendre une image de sa transparence, une preuve au moins picturale de l'utilité de sa liberté. Alors, il faut savoir que ce texte, en fait, a été écrit après la libération de prison de Yanis Tsouras. Voilà, juste après, 56. Donc voilà, il venait d'être libéré. Voilà, magnifique. Alors, de la poésie de Grèce, on va passer à la poésie des femmes kurdes, avec un ouvrage qui est paru, je sais, l'année dernière, non, cette année, qui est paru cette année, en février, aux éditions Manifeste Le Merle Moqueur. Donc c'est dirigé par Maram Al-Masri, et je vais vous lire 2 poèmes. Le premier de Shahnaz Rachid, qui est une Kurde d'Afrine qui est née à Damas. Le réfugié. Sur la terre, il avait un grain de terre et un pied. Ils l'ont vendu et lui ont coupé le pied. Dans l'air, il avait un atome d'oxygène et un poumon. Inspirer et vider ses poumons. Dans la vie, il avait un iota de rêve et de désir. Ils l'ont écrasé et ont tué son souhait. Il est allé dans d'autres pays, ça donne de la poussière, de l'air et des rêves. Mais sans pied, comment fouler la terre? Sans poumons, comment respirer l'air? Sans envie, comment réaliser ses rêves? Et Maïn Shekralpour, qui est une militante politique et militante des femmes, née en 64 au Kurdistan en Iran, qui a été assez souvent arrêtée en 81 pour la première fois par les services de renseignement de l'armée de Hamdan et envoyée à la prison à Kermanshah. Ensuite, elle a commencé dans les organisations secrètes et publiques de l'organisation révolutionnaire du Kurdistan iranien, Kromela. En 85, officier militaire du détachement, Komela Peshmerga. En 87, emprisonné pendant 9 mois. Pendant 9 jours, sa famille, son mari, ses 2 enfants emprisonnés à Urmia. Et pendant ce temps, son mari est décédé après avoir subi pendant 7 jours de graves tortures en prison. Jusqu'à la libération. Il ne reste rien aux champs agités de la pluie et du vent, de la charmante danse de milliers de feuilles d'automne. Il ne reste rien pour couper le cœur des sycomores de la ville. Bonne nouvelle encore, marcher sur des feuilles bruissantes. Nous avons survécu, avec les cheveux au vent, dans la noirceur, avec le cri de la femme pour une vie libre, jusqu'à l'émergence de l'amour, qui n'est pas resté sans réponse. Nous avons survécu. Waouh. Alors, un truc assez surprenant, pas surprenant, non, le monde est petit. Je discute avec l'éditeur de L'Amour des mots, et il me dit, tiens, j'ai une autrice suisse. Je dis, ah ouais? Et il me dit, oui, oui, son ouvrage a été écrit autour de Griselide d'Israël. Les Nuits jaunes racontent l'exploration par Chiara du milieu de la prostitution après sa découverte choc de Griselide d'Israël, la prostituée au grand cœur d'aujourd'hui, mais aussi une artiste et une humaniste. Juste où Chiara remettra-t-elle en question son image et son intimité de femme au fil de ses entretiens avec les travailleuses et avec leurs clients? Donc voilà, Sabrina Palladino, Les Nuits jaunes, aux éditions L'Amour des mots. Et
Ça commence par une poésie de Rilke, extrait de Sonnet à Orphée. Nous dérivons, mais le pas du temps n'est pas dans ce qui dure. Tout ce hâtif passera tôt, car cela seul vaut ce qui, en demeurant, nous initie. Garçon, ne jetez le cœur ni dans l'élan ni dans l'essor. Tout est reposé, ombre et clarté, livre et fleurs. Progressivement, je vois les travailleuses du sexe comme des alliés. Elles me questionnent sur mon rapport à l'intime et ma manière d'appréhender mon désir. Comme bien des gens, je me suis distancié d'elles, aménageant une séparation entre elle et moi, comme si nous étions différentes. Petit à petit, je décèle que ce n'est pas le cas et je trouve de nombreuses similitudes entre nous. Nous, cela nous englobe. Nous, les femmes de ce monde, les témoins de ce temps. Il est facile de voir la prostitution comme un dégoût, comme la continuité d'un esclavage. C'est par ailleurs ce que mettent en avant certaines femmes abolitionnistes. Il n'a jamais été dans ma volonté de me répartir dans un camp. Mon envie d'effectuer des recherches à ce sujet a surtout découlé d'une envie de comprendre. Comprendre et non exclure. Comprendre et non ignorer. Je me rends à l'évidence. Je ne me connais pas. L'envie de me découvrir résonne en moi comme un besoin qui se fait reflet à chaque fois que mon corps se retrouve dans une glace. Qui suis-je? Je m'intéresse à la prostitution, je m'intéresse aussi à une partie de ma féminité. Cela fait certainement preuve d'un égocentrisme dont moi-même je n'avais aucun soupçon, et pourtant, plus je me documente et plus ma féminité prend le dessus. Je me suis assise et j'ai eu peur. J'ai eu peur face à l'envie surprenante de vouloir observer mon sexe, de vouloir le dessiner, mon sexe tabou, mon sexe intime, mon sexe caché. Je suis assise dans mon salon sur un fauteuil moutarde. Les murs autour de moi sont rouges, un rouge épais et profond. Mon espace se métamorphose en une sexualisation de mon interne, de mon sang. Récemment, j'ai acheté une cup menstruelle. Lorsque je l'ai vidée pour la première fois, j'ai été surprise par la consistance de mon flux, sa couleur vive et imposante. J'ai observé mon sang, je l'ai ressenti. Il est dense et collant, il est puissant. Mon sang est odorant et chaud, mon sang est rassurant, mon sang. Alors je me réjouis de lire ce livre, ça a l'air vraiment génial. C'est très très. Voilà, allez, je termine. Puisqu'on a commencé par Yanis Ritsos, je termine par Yanis Ritsos, le chef-d'œuvre sans queue ni tête. Traduit du grec par Dominique Grandmont aux éditions Gallimard. Je vous souhaite une belle soirée. Vous pourrez trouver l'enregistrement demain sur ma page qui est un peu plus haut. Voilà, sur YouTube. Vois-tu, les supermarkets finissent par déloger les petits métiers ambulants. Le rémouleur, à qui j'ai donné 2 fois à aiguiser la même fleur. Le crieur d'œufs, qui imitait si bien les gloussements de la mi-journée que les poules lui emboîtaient le pas pour venir pondre dans sa corbeille. La maraîchère, qui en plus de ses pissenlits, vendait pour 2 fois rien de ses paysages neigeux en blanc et noir pleins de corneilles et de treuils. Le fabricant de parapluies, avec le squelette ouvert d'un parapluie qui m'indiquait toutes les directions. Le cireur avec sa petite caisse, qui l'été me cirait les chaussures en rouge, on aurait dit du vin nouveau, et mes pieds alors s'enivraient et couraient. Le rempailleur, qui réparait les antiques chaises de la mère Evdokia en tenant le jonc entre ses dents, et qui était beau comme un ange basané, qui deviendrait certainement un cheval, et qui se souciait par avance de sa nourriture. Et la petite fleuriste, qui enfilait le jasmin, et qui prouvait que les aiguilles des pins avaient à leur extrémité une petite fille blanche à 5 feuilles. Et ce matelassier, avec son grand arçon qui apprenait au bru à porter des jupons plus courts et à ne pas pleurer. Et le potier, qui avait la gentillesse de me cuire chaque dimanche dans son four à côté de ses cruches un plateau d'aubergines. Et ce marchand de poissons, et ces histoires invraisemblables où l'ombre d'un dauphin s'allongeait au-dessus des moustiquaires blanches des poissons nouveau-nés quand il y avait de la lune.
et le silence des porteuses de voile marmoréennes aux funérailles de Séphéris. Et moi, j'étais par-dessus tout, le fou le plus logique, et je n'en faisais qu'à ma tête. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup. Je suis... Merci Emmanuel. Ouais, c'était un week-end formidable et puis merci d'être à l'écoute. Et puis quand on se revoit, on va faire un Twitch ensemble. Parce que Emmanuel, j'ai envie qu'on lise ensemble. Ça, c'est un truc qu'on va faire. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à mardi prochain. Je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures. Profitez bien. Et puis vous voyez, on peut tout lire. On peut lire des essais, on peut lire de la poésie, on peut lire du roman, on peut lire, et ça fait du bien de lire. Et surtout à voix haute. Je vous embrasse.